Tu es exclue de la famille désormais. Adèle Beaumont-Liard fixait l'écran de son téléphone portable dans la pénombre de son bureau parisien. 23h30. Le message de son père venait de s'afficher, froid comme un verdict de tribunal. Nous sommes tous d'accord. Tu es exclue de la famille désormais. 30 ans de vie commune réduits à une phrase. Elle relut les mots, cherchant une nuance, une échappatoire. Rien. Henri Beaumont-Liard, patriarche respecté de leur petite entreprise d'architecture paysagère, venait de bannir sa propre fille. L'origine de cette guerre, une découverte accidentelle 3 heures plus tôt. En cherchant des factures dans le bureau de son frère Mathieu, Adèle était tombée sur un dossier marqué « Projet ABL ». À l'intérieur, ses propres créations, le parc municipal de Vincennes, les jardins de la résidence Montmartre, le complexe écologique de Neuilly. Chaque projet portait sa signature créative. Mais les factures indiquaient autre chose. Client facturé, 150 000 €. Architecte mentionné, équipe Beaumont-Liard. Concepteur réel, elle. Bénéficiaire des honoraires, l'entreprise familiale. 4 années de travail gratuit. 4 années à croire qu'elle aidait la famille en offrant son talent. La confrontation avec Henri avait été brutale. Dans son bureau aux murs tapissés de diplômes, il s'était montré glacial face aux accusations de sa fille. « Tu nous dois tout, Adèle. Qui a financé tes études aux Beaux-Arts? Qui t'a hébergé pendant ton divorce difficile? Qui t'a donné ta première chance professionnelle ?» Elle avait tenté d'expliquer la différence entre reconnaissance familiale et exploitation pure. Henri avait balayé ses arguments d'un geste méprisant. « Si tu n'es pas contente de notre arrangement, la porte est grande ouverte. » Arrangement. Il appelait cela un arrangement. Maintenant, seule dans son appartement de Montparnasse, Adèle mesurait l'ampleur de la manipulation. Son talent avait maintenu à flot une entreprise familiale en déclin. Mathieu, architecte médiocre, n'avait jamais décroché un contrat sans son aide discrète. Claire, sa mère, fermait les yeux sur cette exploitation en échange de la paix conjugale. Mais il y avait plus grave, beaucoup plus grave. 6 mois auparavant, touchée par les difficultés financières familiales, Adèle avait investi ses économies personnelles dans le grand projet immobilier des Beaumont-Liard, un complexe résidentiel haut de gamme en banlieue parisienne. 650 000 € puisés dans l'héritage de sa grand-mère Elisabeth, plus ses propres économies. 45% du financement total du projet. Elle avait signé les papiers par amour filial, convaincue d'investir dans l'avenir familial. Henri lui avait assuré que ce projet leur permettrait enfin de passer dans la cour des grands. Mathieu avait même plaisanté sur leur future prospérité commune. Mensonge, comme toujours, car ce qu'ils ignoraient, c'est qu'Adèle avait fait rédiger ce contrat d'investissement par son propre avocat. Maître Rousseau avait insisté pour inclure une clause de retrait avec préavis de 48 heures. Par sécurité, mademoiselle Beaumont-Liard. En affaires, même familiales, la prudence reste de mise. Cette précaution allait changer le cours de leur vie. Adèle posa son téléphone sur la table basse et regarda par la fenêtre les lumières de Paris. Quelque part dans cette ville, Henri expliquait probablement à Claire et Mathieu pourquoi leur ingrate de fille méritait d'être bannie. Ils devaient se sentir soulagés d'être débarrassés de celle qui osait réclamer une juste rémunération pour son travail. Ce qu'ils ne savaient pas encore, c'est que leur ingrate de fille représentait bien plus qu'une employée gratuite. Elle était la clé de voûte de leur stabilité financière. Et cette clé de voûte venait d'être brutalement arrachée de l'édifice. Adèle ouvrit son ordinateur portable et commença à taper une réponse. 2 mots seulement. 2 mots qui allaient déclencher un séisme. 7h42 du matin, mercredi, Adèle n'avait pas fermé l'œil. Assise sur son canapé depuis l'aube, elle contemplait les 2 mots affichés sur l'écran de son ordinateur. C'est noté. Sa réponse au bannissement paternel. 2 mots qui cachaient 6 heures de déchirement intérieur. Toute la nuit, les souvenirs l'avaient assaillie. Henri la portant sur ses épaules quand elle avait 5 ans, fier de lui montrer les jardins qu'il aménageait. Claire défendant ses dessins d'enfants face aux critiques des voisins. « Ma fille sera artiste, vous verrez. » Mathieu la protégeant à l'école contre les moqueries sur son nom à rallonge. Ces images se mêlaient douloureusement aux humiliations récentes.
Les réunions où Henri présentait ses idées comme siennes. Les clients qui la remerciaient, croyant s'adresser à une simple assistante. Les sourires condescendants de Mathieu quand elle proposait des améliorations à ses projets. 30 ans d'amour familial contre 4 ans d'exploitation consciente. Son cœur balançait, mais sa raison avait tranché. Elle décrocha son téléphone et composa le numéro de Maître Rousseau. « Maître, c'est Adèle Beaumont-Liard. Je souhaite actionner la clause de retrait sur l'investissement familial. » La voix de l'avocat se fit prudente. « Vous êtes certaine ? Cette décision aura des conséquences importantes. » « J'en suis consciente. Préparez les documents. »« Très bien. J'envoie la notification officielle dans l'heure. Vous avez 48 heures pour confirmer définitivement. » Adèle raccrocha et se dirigea vers sa chambre. Elle avait une entreprise familiale à quitter. 9h15, bureau Beaumont-Liard. L'atmosphère était glaciale. Henri ne leva pas les yeux de ses plans quand elle entra. Claire tapait frénétiquement sur son ordinateur, évitant soigneusement le regard de sa fille. Seul Mathieu osa parler. « Tu viens récupérer tes affaires ? Parfait. Laisse les clés sur mon bureau. » Adèle vida méthodiquement son espace de travail. Carnet de croquis, échantillons de matériaux, photos de réalisation. Chaque objet racontait 4 années de passion créative détournée au profit d'autres. Elle glissa dans son sac le dossier contenant ses créations personnelles, celles qu'elle développait le soir chez elle. Son téléphone vibra. Message de Julien Blanchard, le promoteur immobilier partenaire de leur grand projet. « Adèle, pouvez-vous me rappeler urgemment ? Problème avec le dossier de financement. » Elle sourit amèrement. Cela commençait. Au moment de partir, Claire la rattrapa dans le couloir. Sa mère avait vieilli de 10 ans en une nuit. « Ma chérie, on peut arranger les choses. Ton père est juste, fier. Tu le connais. Maman, papa ne m'a pas banni par fierté. Il m'a banni parce que j'ai osé demander ce qui m'appartient. Mais la famille. Quelle famille, maman? Celle qui facture mon travail en cachette depuis 4 ans. » Claire baissa les yeux. Elle savait. Elle avait toujours su. 14h30, même jour de retour chez elle, Adèle reçut 3 appels successifs de Julien Blanchard, de plus en plus paniqué. Elle ne décrocha pas. Son téléphone affichait également 4 messages de Mathieu, passant de l'arrogance aux menaces, puis aux supplications déguisées. Le 5e message de Blanchard fut différent. « Adèle, j'ai reçu la notification de votre avocat. Sans votre investissement, notre montage financier s'effondre. La banque retire son soutien. Je vous en prie, réfléchissez. » Elle l'écouta 2 fois, savourant chaque mot. Julien Blanchard découvrait ce qu'Henri refusait d'admettre. Dans cette affaire, c'était elle qui tenait les cartes maîtresses. Son ordinateur portable émit un signal. Email entrant. Expéditeur. Henri Beaumont-Liard. Arrête tes caprices. Tu détruis le travail de toute une vie. Pense à ta mère, à ton frère. Pense à nous. Penser à eux? Elle n'avait fait que cela pendant 30 ans. Adèle ouvrit un nouveau document et commença à rédiger sa réponse définitive. Pas à Henri cette fois, mais à Maître Rousseau. La confirmation officielle de retrait d'investissement. 650 000 € qui allaient quitter le projet familial dans 24 heures. Sa main ne tremblait plus. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait libre. Dehors, Paris continuait sa vie indifférente. Mais dans l'univers des Beaumont-Liard, un séisme venait de commencer. Et Adèle en était l'épicentre. Le téléphone sonna à nouveau. Henri, cette fois. Elle regarda l'écran clignoter, sourit et éteignit l'appareil. Certaines conversations n'avaient plus lieu d'être. Tantard novamente, elle. Vendredi matin, 8h23. 48 heures, exactement après l'envoi de sa réponse glaciale, Adèle recevait la confirmation officielle. Son retrait d'investissement était effectif. 650 000 € venaient d'être retirés du projet familial. L'effet domino commençait. Le premier appel arriva à 8h45. Julien Blanchard, la voix brisée. « Adèle, c'est fini. La Banque de Paris refuse de maintenir son soutien sans votre apport. Le projet est annulé. Mes investisseurs me demandent des comptes. Je risque la faillite personnelle. » Elle raccrocha sans un mot. Blanchard avait misé toutes ses économies sur ce projet, convaincu par Henri que les Beaumont-Liard étaient une valeur sûre. Erreur fatale. Le deuxième appel la surprit. Claire, en larmes,
Depuis l'hôpital Saint-Antoine. Adèle, ton père, crise cardiaque, viens vite. Malgré tout, elle y alla. 10h15, hôpital Saint-Antoine. Henri gisait dans un lit d'hôpital, le visage gris, des électrodes sur la poitrine. À 58 ans, il paraissait soudain fragile, diminué. Claire serrait sa main, les yeux rougis. Mathieu faisait les 100 pas, furieux. « Tu es contente? Tu l'as tué avec tes manigances ?» Le cardiologue les interrompit. « Monsieur Beaumont-Liard a fait un infarctus léger. Le stress semble être un facteur déclenchant, mais il s'en sortira. » Adèle s'approcha du lit. Henri ouvrit les yeux, la reconnut. Pour la première fois depuis des années, elle vit de la vulnérabilité dans son regard. Il murmura « Ma petite fille, j'ai eu si peur de te perdre. » Pendant une seconde, Adèle sentit sa résolution faiblir. Cet homme était son père. Elle l'avait aimé inconditionnellement pendant 3 décennies. Puis, Henri ajouta, reprenant des forces. « Si tu reviens maintenant, j'oublie tout. On peut encore sauver le projet. Blanchard acceptera de négocier. » Même sur un lit d'hôpital, branché à un moniteur cardiaque, il calculait encore. Cette révélation acheva de libérer Adèle de ses derniers scrupules. « Au revoir, papa. » Elle tourna les talons, ignorant les cris de Mathieu et les sanglots de Claire. 14h30, cabinet d'avocat. Mathieu avait rendez-vous avec Maître Durand, spécialiste du droit des affaires. L'espoir fou de forcer légalement sa sœur à réinvestir. « Monsieur Beaumont-Liard, votre sœur était parfaitement dans son droit. Le contrat qu'elle a signé inclut cette clause de retrait. Aucun recours possible. Mais enfin, c'est de la famille. Elle ne peut pas nous détruire comme ça. En droit français, les liens familiaux ne priment pas sur les contrats légaux. Je suis désolé. » Mathieu ressortit du cabinet, anéanti. Pour la première fois de sa vie, il réalisait que sa petite sœur était plus intelligente que lui. 16h45, bureau de Julien Blanchard. Le promoteur tentait désespérément de sauver les meubles. Ses 3 autres investisseurs réclamaient leur mise, paniqués par l'effondrement du projet. Sa secrétaire lui apportait des factures impayées qui s'accumulaient. Il composa une dernière fois le numéro d'Adèle, prêt à la supplier. « Le numéro que vous demandez n'est plus attribué. » Elle avait changé de téléphone. Blanchard posa sa tête dans ses mains. 20 ans de carrière immobilière réduits à néant par l'orgueil d'Henri Beaumont-Liard. Il avait cru aux promesses du patriarche, ignorant que le véritable talent de la famille était une femme de 30 ans qu'il traitait comme une employée. 19h20, appartement des Beaumont-Liard. Claire préparait un dîner que personne ne mangerait. Henri, rentré de l'hôpital, était enfoncé dans son fauteuil, le regard vide. Mathieu consultait frénétiquement les petites annonces d'emploi sur Internet. L'appartement familial, symbole de leur réussite bourgeoise, semblait soudain trop grand, trop silencieux. Les meubles de famille, les tableaux, les tapis persans, tout cela perdait sa valeur face à la réalité brutale. Sans Adèle, il n'était rien. Le téléphone sonna. Henri décrocha avec espoir. « Monsieur Beaumont-Liard, Banque Crédit Parisien. Suite à l'annulation de votre projet immobilier, nous devons revoir les conditions de votre prêt professionnel. » Il raccrocha sans écouter la suite. Même heure, Montparnasse Adèle terminait de faire ses cartons. Demain, elle partirait pour Lyon, loin de Paris et de ses fantômes familiaux. Une page se tournait définitivement. Son nouveau téléphone portable n'avait sonné qu'une fois dans l'après-midi. Thomas Dubois, ancien camarade de l'école des Beaux-Arts, maintenant chef d'entreprise à Lyon. « Adèle, j'ai appris par des amis communs. Si tu veux repartir à zéro, j'ai peut-être quelque chose d'intéressant à te proposer. » Pour la première fois depuis 1 semaine, elle avait souri sincèrement. Le séisme était terminé. Les décombres fumaient encore, mais Adèle regardait déjà vers l'horizon. Lyon, 3 semaines plus tard, Adèle contemplait la Saône depuis la fenêtre de son nouveau studio dans le quartier de la Croix-Rousse. Un appartement modeste, lumineux, sans histoire familiale. Pour la première fois depuis des années, elle respirait librement. Thomas Dubois l'avait accueillie comme un ange gardien. Leur amitié d'école d'art avait ressurgi intacte, teintée d'une complicité nouvelle. Lui aussi avait coupé les ponts avec une famille toxique quelques années auparavant. Il comprenait sa douleur sans jugement. « Tu as fait le plus dur, Adèle. Maintenant,
construis ton propre empire. La proposition de Thomas était simple. Créer ensemble une micro-agence d'architecture paysagère spécialisée dans l'éco-conception. Lui apporter le réseau commercial, elle le génie créatif. 50-50, en toute transparence. Le premier contrat était arrivé plus vite que prévu. La mairie de Lyon cherchait un concepteur pour réaménager le parc de la Tête d'Or en espace écologique moderne. Thomas avait présenté le dossier d'Adèle sous son vrai nom cette fois. L'effet avait été immédiat. « Mademoiselle Beaumont-Liard, votre portfolio est remarquable. Ces jardins de Vincennes, cette résidence Montmartre, du grand art. Pour la première fois, on reconnaissait publiquement son talent. Adèle avait signé son premier contrat personnel, 80 000 € d'honoraires, plus qu'elle n'avait jamais gagné en 4 ans avec sa famille. Mais les soirées restaient difficiles. Un mardi soir, 22h30. Adèle venait de terminer les esquisses préliminaires du parc de la Tête d'Or. Un travail magnifique, innovant, dont elle était fière. Elle aurait voulu partager cette joie avec quelqu'un. Avant, elle appelait Claire pour annoncer ses petites victoires professionnelles. Maintenant, le silence. Son téléphone restait muet. Aucune nouvelle de Paris depuis 3 semaines. Elle se demandait parfois comment allait Henri après sa crise cardiaque, si Claire avait retrouvé du travail, si Mathieu avait trouvé un emploi ailleurs. Puis, elle se rappelait leur visage fermé quand elle réclamait simplement d'être payée pour son travail. La colère revenait, salvatrice. Thomas l'appelait chaque soir vers 23h, respectant son besoin de solitude sans l'abandonner. « Comment va ma star de l'architecture ? Tu as mangé au moins ?» Leur conversation durait des heures. Il lui racontait ses années d'errance après avoir quitté sa famille, ses doutes, sa reconstruction. Elle découvrait un homme sensible, intelligent, qui avait transformé sa douleur en force créatrice. Jeudi matin, café des terreaux. Le journal Lyon Matin titrait en page 3. Une jeune architecte révolutionne l'urbanisme lyonnais. L'article présentait Adèle comme une prodige de l'éco-conception, formée dans les meilleures écoles parisiennes. Elle sourit en lisant. Aucune mention des Beaumont-Liard. Son nom brillait seul, enfin libéré de l'ombre familiale. Thomas arriva avec 2 croissants et un sourire radieux. « Tu as vu ? Tu es célèbre. J'ai reçu 3 appels ce matin. Des collectionneurs privés veulent te rencontrer pour des projets de jardin d'exception. » L'ascension commençait. Mais avec elle, la solitude s'approfondissait aussi. Dimanche après-midi. Les dimanches étaient les plus durs. Lyon se vidait. Les familles se promenaient le long du Rhône. Adèle évitait ces scènes de bonheur familial qui ravivaient ses blessures. Elle croisa par hasard Madame Perrin, ancienne cliente parisienne des Beaumont-Liard. La dame l'évita soigneusement du regard, gênée. Adèle comprit qu'Henri et Mathieu avaient dû raconter leur version des événements. La fille ingrate qui avait abandonné sa famille par cupidité. Cette injustice lui fit mal. Plus que les insultes de Mathieu, plus que le silence de Claire. L'idée que sa réputation puisse être salie par leurs mensonges l'angoissait. Soir même. De retour chez elle, Adèle ouvrit son ordinateur et commença à rédiger. Pas une lettre de récrimination, mais un message de remerciement ironique. Quelques lignes destinées à un seul lecteur. Henri Beaumont-Liard. Merci de m'avoir libérée de mes chaînes dorées. Grâce à vous, j'ai découvert ma vraie valeur. Elle envoya le message sans indiquer d'adresse de retour. À Paris, Henri recevrait ces mots dans quelques heures. Il comprendrait qu'Adèle ne reviendrait jamais ramper. Que sa fille était devenue une rivale. La guerre était officiellement déclarée. Lyon, 1 an plus tard. Mars 2025. Le magazine Architecture & Jardin consacrait sa une à Adèle. La révélation de l'année transforme Lyon en éco-paradis. Sa photo souriante ornait la couverture, devant ses créations du parc de la Tête d'Or. L'agence Dubois en Beaumont-Liard croulait sous les commandes. Pourtant, cette nuit-là, Adèle se réveilla en sursaut, le cœur battant. Le même cauchemar depuis des mois. Henri sur son lit d'hôpital, Claire qui pleurait, Mathieu qui l'accusait. Son succès professionnel contrastait cruellement avec son état psychologique. Thomas frappa à sa porte à 7h du matin, inquiet de ne pas l'avoir vue au bureau. « Tu as encore fait une crise d'angoisse ?» Elle hocha la tête, honteuse. Les attaques de panique étaient devenues fréquentes. Chaque victoire professionnelle ravivait paradoxalement sa culpabilité familiale. « Adèle,
Il faut que tu voies quelqu'un. Ce n'est plus tenable. Je vais bien, Thomas. C'est juste la fatigue. Mais ils savaient tous les deux que c'était plus profond. Même jour, 14h30. L'appel qu'Adèle redoutait arriva pendant une réunion client. Numéro inconnu, mais elle reconnut immédiatement la voix brisée de Claire. « Ma chérie, il faut qu'on parle. Ton père. » Adèle sortit précipitamment de la salle de réunion, le cœur serré. « Qu'est-ce qui se passe, maman ? » « Il a un cancer, Adèle. Pancréas. Les médecins donnent 6 mois, peut-être moins. » Le sol se déroba sous ses pieds. Malgré tout, malgré la rancœur, Henri restait son père, l'homme qui lui avait appris à reconnaître les essences d'arbres, qui l'emmenait visiter les jardins de Versailles quand elle était petite. « Depuis quand, le sais-tu ? » « 3 mois. Il ne voulait pas que je t'appelle. Mais là, il s'affaiblit si vite. 3 mois. » Pendant qu'elle triomphait dans les magazines, son père se mourait en silence. Cette révélation la dévasta plus que l'exclusion familiale. Le soir, chez Thomas, Adèle s'effondra dans les bras de son ami. Thomas la berça comme une enfant, sans poser de questions. Il connaissait cette douleur. Lui aussi avait perdu un parent sans réconciliation possible. « Tu veux y aller ? » ?»« Je ne sais pas. J'ai si mal, Thomas. Si je reviens, ils vont croire qu'ils ont gagné. Mais si je n'y vais pas, il n'y a pas de bonne réponse, Adèle. Juste celle que tu pourras assumer. » Pendant ce temps, à Paris, les Beaumont-Liard touchèrent le fond. L'appartement familial était en vente forcée, les dettes s'accumulaient. Henri, amaigri de 15 kilos, refusait toujours les soins onéreux que sa fierté ne pouvait accepter. Mathieu, sans emploi depuis 8 mois, vivait dans un studio de banlieue. Ses anciennes relations professionnelles l'évitaient, associant son nom à l'échec familial. Il passait ses journées sur Internet, suivant obsessionnellement la carrière lyonnaise de sa sœur. Claire travaillait comme secrétaire intérimaire, enchaînant les missions précaires. Le soir, elle s'occupait d'Henri qui s'éteignait lentement, rongé par les remords, autant que par la maladie. « Tu crois qu'elle reviendra ?» murmurait-il parfois. Claire mentait par tendresse. « Bien sûr, mon chéri, elle finira par revenir. » Mais au fond, elle savait. Adèle avait coupé tous les ponts. Définitivement. Lyon, 1 semaine plus tard, Adèle prit sa décision un matin d'avril, devant les premières esquisses d'un nouveau projet prestigieux. Un domaine viticole en Bourgogne lui proposait de réaménager ses jardins historiques. 150 000 € d'honoraires. Le contrat de sa vie. Elle signa le devis, puis composa le numéro d'une clinique parisienne spécialisée en cancérologie. Conversation brève, efficace, douloureuse. « Je souhaite régler les frais d'hospitalisation de M. Henri Beaumont-Liard. Soins complets, chambre privée, anonymement. L'argent partirait de son compte le jour même. Henri bénéficierait des meilleurs traitements possibles. Mais elle ne viendrait pas, ne téléphonerait pas, ne se réconcilierait pas. C'était sa façon d'aimer son père sans se détruire. Thomas la trouva pleurant dans son bureau, le contrat signé d'une main, le reçu de virement de l'autre. « Tu as fait le bon choix, Adèle. » « Lequel ? Signer ce contrat ou payer pour lui ? » ?»« Les deux. Tu prouves que tu peux réussir et aimer en même temps, sans te soumettre. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, Adèle dormit paisiblement. Adèle sortait de la présentation triomphale de son projet bourguignon quand elle la vit. Claire, assise dans le hall de l'agence, vieillie de 10 ans en quelques mois, ses cheveux gris mal entretenus, ses vêtements froissés, ses mains tremblantes trahissaient une détresse profonde. « Maman ?» Claire leva vers elle des yeux rougis par les larmes et la fatigue. « Ma chérie, il faut que tu viennes. Ton père, il va mourir. Il demande ton pardon. » Les mots frappèrent Adèle comme une gifle. Malgré tout son détachement affiché, entendre que Henri était mourant la bouleversa. « Comment m'as-tu trouvée ? J'ai lu tous les articles sur toi. Je suis si fière, ma petite fille. Mais lui, il n'en peut plus. Il pleure ton nom chaque nuit. » Thomas apparut dans l'encadrement de la porte, inquiet de voir Adèle si pâle. Il reconnut immédiatement Claire aux photos que sa partenaire gardait malgré tout sur son bureau. « Madame Beaumont-Liard, voulez-vous un thé ? Un café ?» Claire le remercia d'un sourire fatigué. Thomas comprit qu'Adèle avait besoin d'intimité et se retira discrètement. 15h45,
Clinique Saint-Joseph, Paris-Adèle avait finalement accepté de suivre sa mère. Le voyage en TGV s'était déroulé dans un silence lourd, ponctué des sanglots étouffés de Claire. La clinique privée était luxueuse, moderne. Adèle réalisa que son virement anonyme avait porté ses fruits. Henri bénéficiait effectivement des meilleurs soins possibles. Elle le découvrit dans la chambre 312, méconnaissable. L'homme imposant de sa jeunesse n'était plus qu'une ombre squelettique sous les draps blancs. Ses joues creuses, son crâne chauve, ses mains décharnées racontèrent les ravages du cancer. Quand Henri ouvrit les yeux et la reconnut, il fondit en larmes. « Ma petite fille, tu es revenue. » Pour la première fois depuis l'exclusion, Adèle vit son père vulnérable, humain, brisé. Toute sa colère s'évanouit d'un coup, remplacée par une douleur immense. « Papa, j'ai été un monstre, Adèle. Un monstre d'orgueil et d'égoïsme. Pardonne-moi. Je t'en supplie, pardonne-moi. » Ses excuses semblaient insincères cette fois. Plus de calcul, plus de manipulation. Juste un homme face à sa mort qui implorait le pardon de sa fille. Adèle s'effondra. 4 ans de rancœur rencontraient 30 ans d'amour filial. Elle prit la main décharnée de son père et pleura toutes les larmes qu'elle avait retenues. « Je te pardonne, papa. Je te pardonne. » Henri sourit pour la première fois depuis des mois. Claire sanglotait de soulagement dans son coin. Mathieu, présent lui aussi, regardait la scène sans dire un mot. Le lendemain matin, Adèle se réveilla dans son ancien appartement parisien, qu'elle avait gardé par nostalgie. Elle se sentait étrangement apaisée. La réconciliation avec Henri avait refermé une plaie béante dans son cœur. Thomas l'appela de Lyon, inquiet. « Comment ça s'est passé ?»« Bien, vraiment bien. Il va mieux. Les traitements fonctionnent. Je pense rester quelques jours de plus. Je suis heureux pour toi, Adèle. » Après-midi, café près de la clinique, Adèle prenait un café avec Mathieu, quand celui-ci lâcha négligemment. « Au fait, le journaliste de Paris Match était très intéressé par notre histoire. La réconciliation, le pardon, ton succès, il paye bien pour ce genre d'exclusivité. » Le sang d'Adèle se figea. « Quel journaliste ?»« Celui que j'ai contacté ce matin. L'histoire de la fille prodige qui revient au chevet de son père mourant, c'est du pain béni pour eux. » Mathieu avait vendu leur réconciliation à la presse People. Même dans la maladie de leur père, même dans ce moment d'émotion pure, ils continuaient de manipuler, de profiter, de transformer les sentiments en argent. Adèle se leva brusquement, renversant sa tasse. « Tu n'as pas changé, Mathieu. Vous n'avez jamais changé. »« Attends, ce n'est que... » Mais elle était déjà partie, courant vers la station de métro, fuyant cette famille qui ne pouvait s'empêcher de la salir même dans l'amour. Soir même, TGV pour Lyon. Adèle regardait défiler la campagne française, le cœur brisé une seconde fois. Elle avait cru à la rédemption d'Henri, à la possibilité d'un amour familial sain. Mathieu venait de lui rappeler brutalement que rien n'avait changé. Son téléphone vibra. Message de Claire. « Ma chérie, ne pars pas fâchée. Mathieu a annulé l'interview. Ton père ne sait rien. » Trop tard. La confiance était à nouveau rompue. Adèle éteignit son téléphone et ferma les yeux. Cette fois, ce serait définitif. Tentar Novamantel, Lyon, juin 2025. Adèle ne tint pas sa résolution. 3 semaines après l'incident Mathieu, Claire l'appelait à nouveau, désespérée. Henri s'éteignait rapidement. Cette fois, pas de manipulation apparente, juste une mère épuisée qui suppliait sa fille de ne pas laisser son père mourir seul. « Il ne mange plus, Adèle. Il répète ton nom sans arrêt. Je t'en prie. » Thomas la vit partir pour Paris avec appréhension. « Fais attention à toi. Ils ont déjà réussi à te faire revenir une fois. C'est différent cette fois. C'est juste... humain. » Mais Thomas connaissait les familles toxiques. Il savait qu'elles excellaient à utiliser les sentiments comme des armes. Paris, clinique Saint-Joseph-Henri avait effectivement empiré. Son regard s'illumina quand Adèle entra dans sa chambre. Elle resta 3 jours à son chevet, lui tenant la main, lui parlant de ses projets lyonnais. Pour la première fois depuis l'enfance, ils partageaient des moments paisibles. Le 4e jour, miracle médical, Henri reprit des forces. Les nouveaux traitements expérimentaux semblaient porter leurs fruits. Le médecin évoquait une rémission possible. « Ma fille m'a sauvée », répétait Henri à qui voulait l'entendre. Touché par cette amélioration qu'elle attribuait à sa présence,
Adèle prolongea son séjour. Elle loua un petit appartement près de la clinique, mit l'agence lyonnaise en veilleuse. Thomas gérait seul les affaires courantes. Juillet 2025. Henri sortit de l'hôpital. Fragile, mais vivant. Adèle l'installa dans un appartement confortable qu'elle louait, paya une aide-soignante, régla les factures qui s'accumulaient. Elle soutenait aussi Mathieu, toujours au chômage, et Claire qui avait abandonné son travail d'intérimaire pour s'occuper de son mari. En 2 mois, elle dépensa 80 000 € de ses économies lyonnaises. Août 2025. Henri reprenait du poil de la bête. Avec la santé lui revenaient ses anciens réflexes. Il commençait à critiquer les choix professionnels d'Adèle. « Cette agence lyonnaise, c'est du bricolage. Tu gâches ton talent avec ce Thomas. Reviens travailler avec nous, on va relancer l'entreprise familiale. » Adèle encaissait, attribuant ses remarques à la convalescence. Mais Henri ne s'arrêtait pas là. Il se vantait auprès des voisins d'avoir récupéré sa fille prodige, s'appropriait ses succès médiatiques. « Mes jardins de Lyon font sensation », disait-il à qui voulait l'entendre. Mathieu, enhardi par le retour de sa sœur, multipliait les emprunts qu'il ne remboursait jamais. Claire redevenait passive-agressive, reprochant à Adèle de ne pas assez s'impliquer dans la vie familiale. Septembre 2025. Thomas débarqua à Paris sans prévenir. Il trouva Adèle amaigrie, nerveuse, épuisée. « Tu recommences, Adèle. Tu redeviens leur esclave. Non, c'est différent. Papa a vraiment changé. Regarde-toi, tu as perdu 10 kilos, tu ne dors plus, tu finances leur vie entière. C'est exactement le même schéma qu'avant. » Cette nuit-là, dans son petit appartement parisien, Adèle fit le bilan. En 3 mois, elle avait claqué ses économies, négligé son agence, sacrifié sa santé mentale. Henri était redevenu manipulateur, Mathieu profiteur, Claire culpabilisante. Elle avait reproduit exactement le piège d'avant. Le déclic. Le lendemain, Henri lui reprocha de ne pas avoir organisé une fête pour ses 60 ans. « Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est le minimum. » Tout ce qu'il avait fait pour elle. Adèle réalisa avec horreur qu'Henri avait déjà oublié qui payait sa survie depuis 4 mois. Dans son esprit déformé par l'égocentrisme, c'était naturel qu'elle se sacrifie pour lui. « Thomas a raison », murmura-t-elle. La rupture définitive. Cette nuit-là, Adèle prit sa décision la plus difficile. Elle réserva un billet de train pour Lyon, rassembla ses affaires et rédigea une lettre qu'elle poserait sur la table avant de partir. Une lettre de vérité. Définitive cette fois. Au matin, elle embrassa Henri endormi une dernière fois. Il ne se réveillerait plus jamais à côté d'elle. Cette pensée lui brisa le cœur, mais elle savait qu'aimer quelqu'un ne signifiait pas accepter d'être détruite par lui. Thomas l'attendait sur le quai de la gare de Lyon. Il la prit dans ses bras sans dire un mot. « Je suis guérie, » dit-elle simplement. « Je sais. Cette fois, c'est fini pour de bon. » Dans le train qui l'emmenait vers sa vraie vie, Adèle pleura une dernière fois sur sa famille perdue. Puis elle sécha ses larmes et ouvrit son carnet de croquis. Un nouveau projet l'attendait. La liberté avait un prix. Elle venait enfin d'accepter de le payer. La lettre qu'Adèle avait laissée à Paris fit l'effet d'une bombe. 10 pages manuscrites où elle déversait 30 ans de non-dits, analysait froidement les mécanismes de manipulation familiale et annonçait sa sortie définitive de leur vie. « Je t'aime, papa, mais je ne peux plus te sauver de toi-même. Tu as choisi de nous détruire plutôt que de nous respecter. Moi, je choisis de vivre. » Henri entra dans une colère terrible en découvrant la lettre. Il appela Adèle toute la journée, alternant menaces et supplications. Elle ne décrocha jamais. Même semaine, Thomas observait Adèle renaître jour après jour. Elle avait repris du poids, retrouvé son sourire, sa créativité explosive. L'agence Dubois & Beaumontliard décollait littéralement. 3 nouveaux contrats prestigieux en 1 mois. Un soir d'automne, dans leur bureau qui surplombait la Saône, Thomas prit sa décision. « Adèle, il faut qu'on parle. » Il avait préparé un discours élaboré, mais face à elle, seuls des mots simples sortirent. « Je t'aime. » Pas comme un associé, pas comme un ami. « Je t'aime, toi. » Elle le regarda longuement, surprise mais pas choquée. Leurs mains se trouvèrent naturellement. « Moi aussi, Thomas. Depuis longtemps, je crois. » Leur premier baiser eut lieu dans ce bureau où ils avaient reconstruit leur vie brisée. Novembre 2025.
Henri rechuta brutalement. Cette fois, pas d'amélioration miracle. Claire appela Adèle, hystérique. « Il va mourir. Tu ne peux pas le laisser mourir seul. Tu es sa fille. » Adèle écouta sa mère pleurer au téléphone, le cœur serré, mais l'esprit clair. « Maman, j'ai payé ses soins pendant 4 mois. J'ai tout donné de moi. Maintenant, c'est fini. Mais c'est ton père. » Justement. Et un père ne détruit pas sa fille pour survivre. Elle raccrocha et bloqua définitivement tous leurs numéros. Thomas la trouva pleurant sur son bureau. Mais ce n'étaient plus les larmes de culpabilité d'avant. C'était le deuil nécessaire d'un amour toxique. Décembre 2025. L'information arriva par un faire-part officiel dans le courrier. Henri Beaumont-Liard était décédé le 15 décembre, à l'âge de 59 ans. Les obsèques auraient lieu le 18 décembre en l'église Saint-Sulpice. Adèle tint le papier entre ses mains tremblantes. Son père était mort. Elle n'était pas venue. Cette réalité la frappa comme un coup de poing. « Tu regrettes » demanda Thomas doucement. « Oui et non. Je regrette qu'il soit mort sans qu'on se réconcilie vraiment. Mais je ne regrette pas d'avoir choisi de survivre. » Le jour des obsèques, elle ne sortit pas de chez elle. Elle resta au lit, pleura, se souvint du bon Henri de son enfance. Thomas lui apporta du thé et des mouchoirs, respectant son chagrin sans la juger. Janvier 2026. Claire fit une dernière tentative. Elle apparut à l'agence lyonnaise, en grand deuil, tenant un paquet. « C'est l'héritage de ton père. Des carnets de croquis de sa jeunesse. Il voulait que tu les aies. » Adèle feuilleta les carnets. Les dessins révélaient un Henri jeune, talentueux, plein de rêves, avant que l'orgueil et l'amertume ne le dévorent. Il t'aimait, tu sais. À sa façon tordue, mais il t'aimait. Je sais, maman. Moi aussi je l'aimais. Mais l'amour ne suffit pas toujours. Claire repartit sans insister. Elle avait vieilli de 20 ans, comprenait enfin que sa fille ne reviendrait jamais. Mars 2026. Thomas demanda à Adèle en mariage un matin de printemps, dans leur bureau baigné de soleil. Pas de grand spectacle, juste une bague simple et une question directe. « On construit quelque chose de beau ensemble. Tu veux que ce soit officiel ?»« Oui, » répondit-elle sans hésiter. Ils se marièrent en juillet, dans l'intimité. Témoins, leurs vrais amis, leurs clients devenus proches, les enfants du centre d'art qu'Adèle parrainait désormais. Une famille choisie, construite sur le respect mutuel. Épilogue. 1 an après la mort d'Henri, Adèle reçut un appel de notaire. Mathieu et Claire, ruinés, vendaient la maison familiale. Ils lui proposèrent de racheter les souvenirs de son enfance. Elle déclina poliment. Ces souvenirs-là, elle les portait dans son cœur, purifiés de leur toxicité. Sa vraie vengeance n'avait pas été de détruire sa famille. Elle avait été de leur offrir l'indifférence qu'ils méritaient et de construire une vie magnifique sans eux. Parfois, la plus belle victoire, c'est de cesser de se battre. 2 ans après la mort d'Henri, Adèle regardait par la fenêtre de sa nouvelle maison. Thomas et elle avaient acheté cette propriété sur les hauteurs de Lyon, avec vue sur la vallée du Rhône. Un jardin qu'elle avait conçu elle-même entourait la bâtisse centenaire restaurée avec amour. Aujourd'hui était un jour particulier. Leur agence venait de remporter le Grand Prix national d'architecture paysagère pour leur jardin thérapeutique dans les hôpitaux de France. La consécration d'une décennie de travail acharné. Thomas préparait le dîner de célébration dans la cuisine ouverte, sifflotant un air de jazz. Ils attendaient leurs amis proches, ceux qui formaient leur vraie famille. Paul et Martine, clients devenus intimes. Sophie, leur comptable et confidente. Marc, photographe qui documentait leur création. « Tu es heureuse ?» demanda Thomas en l'embrassant dans le cou. « Profondément. Pour la première fois de ma vie, je crois. » Ce bonheur, elle l'avait construit pierre par pierre, après avoir démoli les fondations pourries de son enfance. 16h30, même jour. La sonnette retentit. Adèle ouvrit la porte et se figea. Claire se tenait sur le perron, âgée de 10 ans supplémentaires, tenant une enveloppe jaunie entre ses mains tremblantes. « Maman ? Bonjour ma chérie. Je sais que je n'ai pas le droit de venir sans prévenir, mais il fallait que je te donne ceci. » L'enveloppe portait l'écriture d'Henri. « Pour Adèle, à ouvrir après ma mort. » Il l'avait cachée dans ses affaires personnelles. Je l'ai trouvée en vidant la maison. Adèle prit l'enveloppe avec des mains qui ne tremblaient plus. Le temps des émotions destructrices était révolu.
Comment va Mathieu? Il travaille dans une petite agence de banlieue. Il a maigri, mûri aussi. Il regrette, tu sais. Et toi? Claire sourit tristement. Moi, je vis dans un studio de Melun. Je donne des cours de français à des adultes en formation. C'est modeste, mais honnête. J'aurais dû t'écouter plus tôt. 17h. Après le départ de Claire, Adèle s'installa dans le jardin pour lire la lettre d'Henri. Thomas respecta son besoin de solitude, préparant discrètement la réception à l'intérieur. « Ma petite fille chérie, si tu lis ces mots, c'est que je ne suis plus là pour te dire combien je suis fière de toi. Pas fière du père que j'ai été. J'ai été un monstre d'égoïsme. Mais fière de la femme que tu es devenue malgré moi. Ton courage de nous quitter m'a ouvert les yeux. Tu as eu raison de choisir ta vie plutôt que notre toxicité. J'espère qu'un jour, tu pourras te souvenir du papa qui te portait sur ses épaules pour voir les jardins. Pas de celui qui t'a brisé le cœur. Sois heureuse, ma chérie. Tu le mérites plus que personne. Ton papa qui t'aime mal, mais qui t'aime. Henri. Adèle replia la lettre, les yeux humides. Cette fois, ses larmes n'étaient plus de colère ou de culpabilité, mais d'une tristesse apaisée. Henri était mort en comprenant ses erreurs. C'était déjà beaucoup. 19h30. Les amis arrivèrent pour la soirée de célébration. Le jardin s'illumina de rires et de conversations chaleureuses. Thomas porta un toast à leur succès, mais surtout à leur bonheur construit ensemble. Adèle observait cette tablée joyeuse. Ces gens l'aimaient pour ce qu'elle était, pas pour ce qu'elle pouvait leur apporter. Elle avait mis 15 ans à comprendre la différence. 22h. Les invités partis, Thomas et Adèle se promenaient dans leur jardin sous les étoiles. Elle lui raconta la lettre d'Henri, cette réconciliation post-mortem qui fermait définitivement le chapitre familial. « Tu lui pardonnes ?»« Je lui pardonne d'avoir été humain, imparfait, malade d'orgueil. Mais je ne regrette pas d'être parti. Pardonner ne signifie pas oublier ou accepter l'inacceptable. » Thomas la serra contre lui. Il comprenait cette sagesse douloureusement acquise. Minuit seule dans leur chambre, Adèle ouvrit son journal intime et écrivit « Aujourd'hui, j'ai compris que ma vraie vengeance n'était ni la colère, ni l'indifférence. C'était le bonheur. Chaque jour de joie que je vis est une victoire sur ceux qui voulèrent m'éteindre. Chaque projet réussi, chaque baiser de Thomas, chaque sourire sincère d'ami prouve qu'on peut renaître de ses cendres. Papa, j'espère que là où tu es, tu vois que ta fille a trouvé la paix. Pas celle que tu voulais m'imposer, mais celle que j'ai choisie. Adèle Beaumont-du-Bois. J'ai pris le nom de mon mari, papa, celui d'un homme qui me respecte. » Elle referma le carnet, éteignit la lumière et s'endormit paisiblement contre l'épaule de Thomas. Dehors, Lyon scintillait dans la nuit. Quelque part dans cette ville qu'elle avait faite sienne, des jardins qu'elle avait créés apportèrent de la beauté au monde. C'était sa signature sur l'existence. Bien plus durable qu'un nom de famille,